Jacques Barthélémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat conseil en droit social, fondateur de Barthélémy Avocat, et vous avez publié cet été une seconde édition de votre livre Droit social, technique d'organisation et d'entreprise aux éditions Wolters-Kluwer. Un ouvrage préfacé par le regretté Jacques Barrot et un livre dans lequel vous montrez, contrairement à ce que l'on entend partout, que le droit du travail n'est pas forcément qu'une source de contraintes, mais peut aussi être considéré et peut-être un levier de performance pour l'entreprise. Alors, première question, en quoi est-ce que le droit du travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut permettre d'optimiser le fonctionnement d'une entreprise? Expliquez-nous cela. Si on positionne le droit du travail exclusivement sous son aspect législatif, il est évident qu'il s'agit d'une somme de contraintes qui s'imposent au nom de la défense des intérêts des salariés, de la protection des salariés, mais qui peuvent effectivement, de ce fait, avoir un effet négatif sur la compétitivité des entreprises, qui en ont en fait. Mais si on prend en considération que le droit du travail n'est pas simplement la loi, et qu'il y a une place relativement importante aussi pour le contrat, et spécialement pour le contrat collectif, à ce moment-là, les problèmes changent, car le droit, à ce moment-là, peut être utilisé comme instrument de stratégie, dans la mesure où les normes conventionnelles peuvent être adaptées au contexte particulier de chaque entreprise. Et c'est sous cet angle-là qu'on peut parler d'ingénierie juridique. Alors, on va y revenir à ces normes, mais avant, vous dites que cette mise en œuvre de cette ingénierie juridique, pour reprendre votre terme, elle peut être confiée dans une entreprise à ce que vous appelez un juriste social organisateur. Alors, quel est le profil de ce juriste? Tant que le juriste se contente de gérer des contraintes administratives, son rôle est limité. Son rôle est limité et de surcroît, au nom de la règle de droit, il empêche le dirigeant de prendre des risques, alors que la fonction naturelle du dirigeant, c'est de prendre des risques. Et de surcroît, par voie de conséquence, ses honoraires sont une charge. Ses honoraires ou ses salaires, suivant qu'il est professionnel indépendant ou salarié. Donc tout ça est relativement négatif. Si par contre, son objectif c'est d'adapter les normes au contexte, de gérer préventivement les risques par le contrat, ses honoraires et ses charges deviennent un investissement. Parce que ça dégage de la valeur ajoutée. Mais ça veut dire que le profil n'est plus le même. Dans le premier cas, c'est quelqu'un qui déroule des règles dont l'activité est relativement secondaire. Si véritablement le juriste est un juriste organisateur, sa première qualité, c'est l'inventivité. Il devient un stratège. Voilà, il devient un conseiller en stratégie. Alors, on s'étonne un petit peu quand on entend créer des normes, on ne comprend pas bien, mais vous dites que dans certains domaines où la loi l'autorise, la technique dérogative permet de rendre supplétive la norme émanant d'une source située en amont. C'est un petit peu l'esprit du rapport que vous avez publié avec Gilbert Sette pour Terra Nova, mais ça fait longtemps que vous défendez cette idée. Mais est-ce que cela veut dire que notre droit du travail n'est pas si rigide qu'il n'y paraît? Alors, sa rigidité vient de deux causes. La première, de la boulimie législative. Son volume est tel aujourd'hui que serait bien présomptueux le juriste le plus éminent qui soit, qui prétendrait en dominer plus de la moitié. Donc on voit bien que là, il y a déjà un premier problème. Et en plus, la boulimie législative induit une mauvaise qualité du travail législatif, qui induit de l'insécurité juridique, et sous cet angle-là, c'est un aspect totalement négatif. Il n'en demeure pas moins que la place du contrat, et spécialement du contrat collectif, est plus importante que ce qu'on veut bien l'admettre. Et le domaine, évidemment, le plus significatif, c'est celui de la durée du travail, où on a inventé la technique de dérogation depuis longtemps. Alors justement, ça c'est très intéressant. Dans certains... Alors attendez, je vous cite. « Il est surprenant que les employeurs continuent à affirmer sans nuance que la loi des 35 heures est un carcan en imposant des règles banalisées qui ne permettent pas de tenir compte de la situation particulière de l'entreprise. » Vous voulez donc dire que le débat sur les 35 heures, c'est de l'idéologie? Non, pas forcément de l'idéologie, mais il y a indiscutablement un ressac de l'opposition gauche-droite, de l'opposition employeur-salarié, qui fait qu'on a tendance à privilégier une vision un peu stéréotypée des choses. Le droit de la durée du travail, il est ce qu'il est, mais depuis 1982, on a introduit dans cette matière-là la technique de dérogation que Gilbert Sette et moi-même proposons de généraliser à l'ensemble du reste. Pourquoi? Parce que la technique de dérogation, dans la mesure où elle permet d'écarter une norme légale au profit d'une norme conventionnelle, permet d'adapter les normes au contexte particulier de chaque entreprise. Donc, parler du carcan des 35 heures, c'est oublier que non seulement tout ce qui touche aux aspects qualitatifs de la durée du travail, c'est-à-dire la répartition et l'aménagement de temps de travail, relève de la technique de dérogation, mais on est allé même beaucoup plus loin avec la loi
de Xavier Bertrand du 20 août 2008, 2008. et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai trempé à sa conception, là, on a carrément renversé la hiérarchie des normes, puisque le droit commun, c'est l'accord d'entreprise, la convention de branche ne s'appliquant qu'à défaut, et la réglementation qu'en l'absence de tissu conventionnel. Donc c'est tout, ça fait un carcan. Mais alors, j'en reviens à ce que je disais en introduction. Comment est-ce possible que l'on entende parler du droit du travail uniquement comme source de contraintes? Essentiellement parce qu'on le subit à la fois techniquement, en ne le maîtrisant pas, et deuxièmement, on le subit affectivement pour des raisons culturelles. Mais les deux conjugués font que c'est sûr qu'on le prend comme une purge. Mais finalement, et en faisant abstraction de toute autre considération, l'augmentation du volume du droit n'est que la conséquence des progrès de l'humanité. La question qui se pose, c'est de savoir comment ce volume du droit croissant doit être concrétisé. Si on confie tout à la loi, il est clair qu'on va à l'encontre de l'objectif de la promotion des droits de l'homme. Par contre, si on laisse sa place, et une place de plus en plus significative au contrat, au-delà des principes qui sont de la compétence exclusive du législateur, le problème n'est plus le même. Oui, donc on pourrait faire le même reproche aux autres droits. Et oui, alors, par voie de conséquence, je ne vois pas pourquoi on fait ce reproche uniquement au droit du travail, et non pas au droit fiscal, qui est encore plus abondant et encore plus indigeste que le droit du travail, ou même le droit des sociétés. Pourquoi ne le fait-on pas? Pour une raison très simple. C'est que l'employeur fait comme M. Jourdain de la prose, il fait, lui, du droit du travail sans le savoir. Et comme il n'a pas à être un juriste, il ne l'est pas, mais il n'a pas à l'être, évidemment, le problème, ça crée forcément des difficultés. Bien, merci Jacques Barthélémy. Je rappelle votre livre « Droit social, technique d'organisation de l'entreprise », seconde édition, aux éditions Wolters Kluwer. Merci d'être venu sur DAF Canal. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir.